Initiée dès l'âge de 5 ans aux Jeux interdits de René Clément, Brigitte Fossé a jalonné sa carrière des rôles marquants que lui ont offerts les Blier, Molinaro et autres Lelouch. Entre cinéma, théâtre et télévision, c'est ainsi que se décline son parcours, un itinéraire qu'elle nous permet ce soir de découvrir ou de redécouvrir en sa délicate compagnie. Dans le cinéma de Brigitte Fossé, c'est maintenant. Brigitte Fossé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Cette émission, ce sont vos choix. Ce sont vos choix dans votre propre filmographie, mais aussi vos choix dans l'histoire du cinéma, dans l'univers du cinéma. Et je me suis demandé si vous alliez prendre ou non Jeux interdits, évidemment. Ce serait pas sympa de faire l'impasse vis-à-vis de l'histoire du cinéma, vis-à-vis de René Clément, vis-à-vis même de mes parents, qui étaient des grands cinéphiles et qui étaient complètement émus devant la rencontre de René Clément. Et donc, il représentait, pour mes parents, ce qu'il y avait de plus pur dans le cinéma français. Alors aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des castings, y compris pour les enfants, que ce soit pour la publicité ou pour le cinéma. Mais à ce moment-là, effectivement, on mettait des annonces, les parents répondaient à des annonces. Et puis, est-ce que vous avez gardé le souvenir, parce que vous étiez très jeune, le souvenir précis de cette sélection, qui ne s'appelait pas un casting à l'époque? Mais c'en était un quand même. Et je me souviens de la grande table ovale au fond de l'hôtel Ruhl. Et surtout, il y avait une dame sur une petite estrade qui regardait ça. Et quand René Clément a dit que j'étais trop petite, j'ai tourné les talons et j'ai regardé en arrière parce que j'avais l'impression que c'était important. Et la femme de René Clément, Bella, qui était russe, a dit « René, assieds-la, 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 petite, je t'ai dit ». Et finalement, c'est grâce à Bella que j'ai fait le film, parce que quand il m'a demandé de jouer une scène, moi, j'avais aucune timidité. Les filles avaient de 9 à 11 ans, elles étaient terrorisées. Et moi, je trouvais ça normal de raconter une histoire. Oui, parce que vous n'aviez pas encore l'âge des inhibitions. Aucune. Parce qu'à cet âge-là, on n'est pas encore dans la conscience. Si, on est dans l'instinct. J'étais quand même dans la conscience, parce que je savais déjà lire et écrire. Et j'aimais aller à l'école, j'étais très en avance, j'allais déjà à l'école depuis 2 ans. Donc j'étais assez disponible sur tous les plans. Je lisais déjà le journal. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire à cet âge-là, jouer? Mais je pense que c'est à cet âge-là qu'on sait ce que c'est que jouer la comédie. Ouais. Parce que justement, c'est sérieux. Quand on joue au docteur, on est vraiment le docteur. On y croit vraiment qu'on est le docteur. Et en plus, René Clément connaissait bien la psychanalyse, donc il manipulait les inconscients de Georges Poujouli et de moi-même d'une façon exceptionnelle. Daniel Gélin m'a dit un jour, il me disait un truc, 2 secondes après, je pleurais. Ouais. Alors, on va vous regarder tous les deux, si vous voulez bien, avec Georges Poujouli dans le célébrissime Jeux interdits de René Clément, bien sûr. Si tu veux, puis on leur mettra des croix. Pourquoi des croix? Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils t'ont appris, tes parents? Tu vas voir. Regarde, c'est pas difficile. Viens. Là. C'est ça, une croix. C'est le bon Dieu. Ah oui, c'est le bon Dieu. Attends. Il est joli ton collier, il est cassé. C'est vieux. Oui, il en a une plus belle au-dessus de ton frère. Tu la trouves belle, toi? Je t'en ferai des encore mieux. Avec des clous et un marteau. Et on en foutra partout. Quand vous avez fait ce qui ne s'appelait pas encore des essais, on vous a fait passer des scènes qui étaient celles qu'ensuite vous avez pu retrouver dans le film, ou c'était tout à fait autre chose? Je n'ai jamais fait d'essai. J'ai parlé avec René Clément, ça m'a intéressé tout ce qu'il m'a raconté.
Et ce qui était formidable, c'est que chaque jour, il y avait des scènes différentes. Donc pour moi, j'entrais dans des histoires différentes chaque fois. Alors vous parliez de vos parents, qui bien sûr vous ont porté sur ces fonds baptismaux. Ensuite, compte tenu de l'impact qu'a eu le film au cinéma, mais aussi naturellement dans leur vie et dans votre vie, est-ce qu'ils vous ont plutôt porté aux encouragements ou est-ce qu'ils ont plutôt essayé de vous éloigner de la lumière à ce moment-là? Ils ont été formidables. Ils ont dit oui aux choses intéressantes, c'est-à-dire le Festival de Cannes et le Festival de Venise, et ils ont refusé tout le reste. Et puis aussi, j'ai fait un film à Rome avec Louis Jourdan et Virna Lisi. C'est le premier film de Virna Lisi. Et j'étais dans un cirque et je faisais du fil. Je l'avais appris à faire du fil. Et j'ai découvert Rome et sa culture, et ça, c'était génial. C'était pendant les vacances d'été. Vous n'êtes pas senti si décalé qu'en perdition peut-être par rapport aux enfants de votre âge à ce moment-là, ou dans cette adolescence artistique finalement, cette préadolescence artistique? Vous n'êtes pas senti loin des autres enfants? Il y a eu une rentrée un peu difficile. La rentrée qui a suivi le prix du film à Venise et mon prix d'interprétation à Venise. Ça a été un peu difficile ce jour-là, mais juste une journée, j'avais des bottes blanches et ils me marchaient un peu sur les pieds dans tous les sens du terme, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et ma mère m'a dit parce qu'ils sont jaloux. Mais ils sont jaloux de quoi? Mais on ne sait pas ce que c'est que la jalousie à ce moment-là. Non, je ne savais pas ce que c'était. Ouais. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, je ne suis pas jalouse. Alors, je parlais de vos choix dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire dans les films dans lesquels vous n'êtes pas. Et le premier, chronologiquement considéré de ces choix, c'est Le Dictateur de Chaplin. Si vous le voulez bien, on va regarder un extrait, puis ensuite vous nous en direz ce que vous voudrez. Oui. Le Dictateur de Chaplin, la fameuse scène du globe. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. My word. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous l'avez découvert, ce film? Je l'ai découvert très récemment parce que j'ai vu beaucoup de films de Charlie Chaplin. Le premier film que j'ai vu enfant au cinéma à Lille, parce que j'habitais Tourcoing, c'était Les Temps modernes. Oui. Et je l'ai revu 30 ans plus tard et je me souvenais de chaque image. Ça m'a vraiment impressionnée, bouleversée. Mes parents riaient. Moi, je disais, mais c'est pas drôle, c'est tragique. Et en fait, c'est ce que j'adore chez Chaplin, c'est que c'est un génie parce que c'est toujours à la fois très comique et très tragique. Et dans Le Dictateur, ce qui m'a paru le plus important, c'est qu'il a réuni tous ses talents. C'est un des premiers films parlants, je crois, Oui. mais il y a des moments où il donne le meilleur du cinéma muet. Il donne le meilleur de ce qu'il a été en tant que Charlot, personnage du début. Il n'a pas tout à fait renoncé à son personnage de Charlot. Et en même temps, il est ce monstre, ce dictateur qui veut absolument tuer tout le monde. Et puis, il est le sosie du dictateur. Et il est ce juif profondément humain qui fait le plus beau discours sur l'humanité qu'on puisse faire. Lorsque vous avez vu les Temps modernes, vous étiez à un âge où vous aviez déjà fait du cinéma. Est-ce que vous aviez un œil plus aguerri, différent de celui des... peut-être même de vos parents? Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai été fascinée par ce personnage de Charlot qui était tragicomique, qui était pris dans l'inhumanité du progrès. C'est-à-dire que, et dans les temps modernes,
Et dans Le Dictateur, il y a une analyse de ce qu'est notre époque d'aujourd'hui. Oui, une dénonciation subtile oui. du mouvement, du progrès du mouvement. Oui, une dénonciation de la mécanisation de l'homme, de la machination de l'homme. Machination, non pas machination. Machinisation, il faudrait vraiment inventer le mot. On fait de l'homme une machine face aux machines, et c'est encore plus vrai. Ou à la pensée, comme le dictateur le dit. Oui, exactement. Oui. Et puis, quand l'autre dictateur arrive et qu'il le reçoit et qu'il fait attention, il dit « faites attention à la façon dont je vais le photographier, photographiez-moi de face et lui de dos, etc. » On a vraiment l'impression que ça se passe aujourd'hui, quoi. C'est extraordinaire. Et il dénonce le mal à travers une espèce d'humour dévorant qui n'enlève rien à l'horreur du mal. Et ça, c'est une gageure stylistique cinématographique qui a été rarement, extrêmement délicate et qui est formidablement maîtrisée par Chaplin, alors que dans La liste de Schindler ou dans certains autres films, il y a uniquement le tragique. Mais là, cette sévérité cinéphilique, lorsque vous êtes cinéphile, est-ce que vous l'avez lorsque vous regardez, cette fois-ci, vos propres films? Bien sûr, c'est pour ça que j'aime pas revoir mes films. Parce que quelquefois, je vois des défauts que je n'avais pas vus quand j'étais encore impliquée de très près. Mais parfois, j'en revois après. Par exemple, Un mauvais fils de Claude Sautet, je l'ai revu pour un ciné-club 20 ans après l'avoir fait. Et j'ai découvert que c'était un très grand film d'arrêt d'essai, remarquablement bien filmé, où il y avait une adéquation totale entre la forme et le fond. Et je me suis fait avoir, j'ai été bouleversée moi-même. Parce que vous êtes entré dans le film pratiquement comme plus si moi vous n'y qui étiez jouais. pas. Voilà. C'était un film que je regardais. Comme si vous le découvriez. Exactement. Et quand j'avais rencontré Sautet, chaque fois qu'il me racontait le scénario, il pleurait. Il ne voulait pas me donner le scénario écrit. D'ailleurs, Lelouch non plus n'a pas voulu me donner le scénario écrit. C'était des metteurs en scène qui aimaient raconter, parce qu'en racontant, ils modifiaient au fur et à mesure le scénario. Et chaque fois, Sautet pleurait. Et moi, je me disais, c'est pas possible. Il a la larme à l'œil, c'est pas possible. Il est trop romantique, quand même, cet homme intelligent, ce metteur en scène, ça. Et quand j'ai vu le film, 20 ans après, j'ai compris cette cruauté qui parlait finalement à la fois des homosexuels, des drogués et des ouvriers, et d'une façon magistrale, avec une force. Donc, qui était la sienne au moment où il évoquait le sujet. Oui, mais ça n'avait rien de larmoyant comme cinéma. Oui. C'était cruel Puissant. Et dur et rigoureux et très dessiné, tiré au cordeau. Alors, dans cette émission, vous faites effectivement, vous consentez un effort supplémentaire, qui est celui de revoir certains de vos films. Et on va regarder maintenant, si vous voulez bien, un extrait, bien entendu. Vous ne pouvez pas passer à côté de La Boum de Claude Pinoteau. Vous avez réfléchi pour ma mob? Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non? Ça? Il y a la surboom de samedi. Quelle surboom? Boum, pas sur boum. C'est chez qui? Un mec, tu connais pas. Mais enfin, comment il s'appelle? Raoul. Raoul comment? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, t'as l'adresse, le téléphone? Non, tout le monde y va, je me débrouillerai. Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant. Justement, c'est à quelle heure? 8 heures. Jusqu'à quelle heure? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul, votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa surboom. J'aurais l'air débile. Eh oh, un autre ton, hein. À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous êtes revu un peu dans l'adolescente qu'était Sophie Marceau dans le film? Pas du tout. Qui avait ces rébellions un peu bourgeoises, mais classiques. Non, non, pas du tout. Pour moi, Sophie, c'était un personnage à part entière qui n'appartenait pas du tout à mon enfance, mais qui appartenait plutôt à celle de ma fille, qui avait 2 ans de moins que Sophie Marceau à l'époque. Et je me disais, mon Dieu, par quoi je vais passer? Et effectivement, ce film m'a fait un cadeau empoisonné. Oui. C'est que ma fille a eu 1 an d'avance sur les booms, parce que comme elle avait vu le film, elle m'a joué cette scène des milliers de fois.
Mais grâce au film, j'ai pu rigoler en lui disant « Écoute, non, tu vas pas me faire le truc de la boum, hein, c'est un peu trop tôt. » C'est votre premier rôle de mère, sauf erreur de ma part. Oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Je me trouvais trop jeune pour le jouer. Oui. Mais mon professeur, Andreas Vousinas, m'a dit « Mais tu es complètement folle, c'est magnifique ce rôle, il faut le faire. » Je lui ai dit « Mais enfin, quand même, je suis trop jeune pour être mère, etc. » Il m'a dit « Mais au contraire, il faudrait être toujours en avance sur l'âge. » Bon, là, vous êtes mère d'adolescente, mais enfin, vous êtes mère tout de même. Elle avait 13 ans. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous conceviez votre carrière avec ses étapes, ses virages, enfin, est-ce que tout ça était assez construit chez vous? Est-ce que vous êtes laissé un peu porter par les flots? Les deux. C'est-à-dire, à la fois, je me suis laissée porter, c'est-à-dire quand il y avait quelque chose de formidable, j'y allais, mais j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire après Le Grand Mône, qui a été mon premier film d'adulte, donc j'avais 19 ans. Je voulais absolument faire à la fois du cinéma, du théâtre et de la télévision. Ce qui n'était pas très fréquent à l'époque, parce que beaucoup d'acteurs de cinéma ne voulaient pas faire du théâtre ou ne voulaient pas faire de télé. Ou que la télé était un genre mineur à ce moment-là encore, enfin du moins le pensait-il. Mais ma liberté, c'est le théâtre. C'est-à-dire que après Le Grand Mône, on m'a proposé de faire un film avec Rod Steiger à Hollywood. Et moi, je suis entrée dans le monde du théâtre immédiatement, parce que j'ai senti que c'est là que je deviendrais un artisan et que je pourrais préparer les autres rôles. Et c'est le théâtre qui m'a donné les rôles les plus extravagants. Au théâtre, j'ai joué un rôle de sorcière avec Ionesco, où je faisais un striptease dedans d'ailleurs, avec Geneviève Fontanelle. J'ai joué avec Planchon, j'ai connu la vie de troupe. Et chaque fois, j'étais enrichie quand je revenais sur un plateau. Et vous êtes dit que le théâtre, c'est plus d'espace, mais aussi plus de liberté dans la durée, plus de création, c'est-à-dire que le cinéma, inévitablement, a ses tiroirs, ses étiquettes et ses personnages, et donc vous aviez peut-être moins d'espace d'expression au cinéma que vous n'en perceviez au théâtre. C'est surtout que j'ai toujours eu la notion d'apprentissage. J'aime bien le côté apprentissage. Pour moi, d'ailleurs, un chef-d'œuvre, c'est lié au mot chef-d'œuvre du Moyen-Âge, c'est-à-dire un travail que l'on fait le mieux possible. Et au fond, comme j'ai eu la chance de participer à un chef-d'œuvre enfant, je voulais transformer le mot chef-d'œuvre en travail. Je voulais absolument pratiquer. J'avais un professeur, j'ai fait le conservatoire. Oui, donc vous faisiez les choses sérieusement. Oui, et puis je voulais appartenir à la grande famille des acteurs, c'est-à-dire j'aimais Pierre Brasseur, Pierre Freinet, Arletty, Sami Frey, Delphine Seyrig. Pendant un an, eh bien, j'ai quand même tourné pendant ce temps-là Raphaël ou le débauché de Michel avec Deville. Maurice René. Oui, et Adieu l'ami avec Alain Delon. C'était formidable. Je tournais dans la journée, je jouais le soir au théâtre, le monde m'appartenait. Alors, il y avait beaucoup de bandes dans le cinéma français de l'époque. Enfin, il y avait Sautet, vous l'avez dit, Pinotto, Ventura, enfin, ces factions, mais au sens noble, qui tournaient beaucoup ensemble. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment ou à un autre d'appartenir à telle ou telle bande? Est-ce que vous avez gardé votre mobilité, donc un peu vos distances? En fait, ça s'est fait tout seul. Parce que dès que j'avais fini de travailler au cinéma, pouf, je retournais au théâtre. Et j'avais l'impression que c'était ma liberté, parce qu'effectivement, chaque fois, je m'intégrais complètement au monde du cinéma dans lequel j'entrais. Je trouvais qu'un artiste doit s'adapter à tous les styles. Et non pas rester dans un tiroir. Voilà. Alors, dans Le cinéma des autres, vous avez choisi un film de Tarkovsky. Oui. On en regarde un extrait, si vous voulez bien, puis vous nous en parlez. Andrei Roublev. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не пойму.
Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. C'est très éclectique, comme on dit, puisque c'est pas un cinéma très narratif. Oui, mais vous savez, ce film est très long. Il dure 4h30 et j'ai eu un choc quand je l'ai vu. En fait, c'est toute l'initiation d'un artiste qui est un moine qui dessine des fresques religieuses. Et il passe par plusieurs étapes pour trouver son talent. Ça, ce sont des films au devant desquels vous allez, ou auxquels on vous initie, dont vous suivez les œuvres de ces réalisateurs-là, enfin à l'époque de Tarkovsky, puisque maintenant il n'est plus. En fait, Marie-France Ionesco, qui était donc la fille d'Eugène Ionesco, c'est grâce à elle que j'ai pu faire du théâtre tout de suite après le Grand Moon, parce qu'elle m'a présenté à Romain Weingarten au Théâtre de Poche. Et c'est grâce à elle que j'ai vu Andrei Rublev, parce qu'elle connaissait très très bien ce réalisateur. Et après, j'ai vu avec elle tous les films de Tarkovsky. Et vous avez l'impression qu'en Europe ou en France, on ne sait pas raconter les histoires de cette façon, enfin, on ne sait pas faire de fresques. J'ai l'impression que le cinéma russe a cette force, oui, c'est ça, de peindre les fresques. Et c'est une tradition, d'ailleurs, dans Tolstoï, dans Guerre et paix, il y a à la fois tout l'arrière-plan de la guerre et puis les personnages pris dedans. Individuellement. Est-ce que vous définiriez votre intrusion, votre entrée dans ce monde artistique comme une mécanique de précocité, c'est-à-dire des dispositions tout de même tout à fait particulières de votre part, qui s'accompagnaient d'un regard précoce, ou est-ce que vous êtes entré dans ce monde-là, puis ensuite vous vous êtes éduqué, vous avez éduqué vous-même votre propre regard au fil du temps? Je crois que j'ai eu un destin étrangement authentique, c'est-à-dire que, en fait, j'ai toujours aimé aller dans les histoires, j'ai adoré la lecture. Vous êtes entré dans une parenthèse d'évasion, comme ça. Exactement. C'était aussi la façon dont mon père m'a élevée. À la maison, il y avait beaucoup de lecture, mais il y avait aussi beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, beaucoup de musique. Et quelque part, dans mon adolescence, si vous voulez, j'ai cherché à prolonger cet éblouissement que j'ai eu dans mon enfance, de pénétrer les plus beaux textes, d'entrer dans les plus belles musiques, de faire de la danse. Mes parents étaient simples, tout en étant évolués, mais ils s'adressaient à chaque être humain comme à quelqu'un de très important. On en vient à Fellini. Les actrices avec lesquelles on a pu, dans cette émission, en parler, donnent toute l'impression d'avoir été virtuellement, platoniquement, amoureuses de lui, finalement. Non, non, pour moi, c'est un ravissement. Je l'ai rencontré une fois et je l'ai trouvé absolument adorable, très tendre. Il a été charmant avec moi. Il m'a dit, mais enfin, Brigitte, tu n'es pas une femme, toi. Tu es un ange. Parce qu'il préparait sa grande satire sur toutes les femmes. Il m'a dit, mais tu peux pas rentrer dans ce film-là. Je veux dire beaucoup de mal des femmes. Et quelque part, il m'a prise dans ses bras, il m'a bercée. Et puis, j'ai été très frappée par cette rencontre, parce que j'avais vu beaucoup de ses films. Mais pour moi, La Strada, Juliette des Esprits, Amarcord, ce sont des chefs-d'œuvre. Oui. Mais pourquoi j'ai une tendresse particulière pour Amarcord? Parce qu'il y a une liberté, une énorme liberté. C'est quelqu'un qui livre son cœur, qui dessine des petites touches de son enfance et qui recrée le lieu, qui recrée des personnages, mais avec l'imaginaire du temps qui a passé, il les dessine, non pas en noir et blanc, mais comme un peintre, avec beaucoup de couleurs. Et ce que je trouve absolument magistral dans ce film, c'est que c'est un film d'hommage. D'hommage à l'Italie, et puis un hommage à la jeunesse. Qu'est-ce que c'est la jeunesse? C'est le moment où on ne sait pas qu'on est jeune. Amarcord de Fellini. Volete che vi ammazzo tutti? Se mi rompete un vetro, vivono!
Ma chi è? Ma cos'è? Non lo so. Verdez, è il pavone del conte. Eccolo, eccolo là! Viene giù! Lo prendiamo, ragazzi? Porca che pataca! Et ça, c'est tout Fellini, c'est-à-dire qu'il y a l'émerveillement devant la nature, est un élément très très important dans le film. Peut-être, sans doute, c'est un des films où la nature est la plus importante. La plus présente. La plus présente. Ça commence avec l'arrivée du printemps, avec le pollen qui bouge partout. Et la nature est vécue comme un miracle, c'est-à-dire que chaque phénomène naturel, c'est-à-dire la neige, c'est pas normal, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si on la voyait pour la première fois. Vous êtes une spectatrice tout à fait exceptionnelle, j'allais le dire, pour une actrice, qui n'est pas péjorative du tout, mais on a l'impression que vous savez regarder aussi bien que vous savez faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, je me suis toujours attachée à la façon dont les metteurs en scène réalisaient le film au moment où je tournais avec eux. J'aime bien voir comment le plan est fait. Je crois que j'ai appris le métier sans m'en rendre compte. Ils n'ont pas vécu ça comme une intrusion. Autrement dit, vous n'essayiez pas d'orienter ou de prendre part à leur mise en scène quelquefois? Non, non, pas du tout. Au contraire, j'essayais de me faire absente, petite souris sur le plateau, pour voir comment le metteur en scène bougeait l'espace, évoluait avec son équipe. Vous avez eu des tournages que vous qualifieriez de difficiles? Vous en avez eu? Le premier, le Grand Mône, oui, parce que j'avais pas l'expérience et qu'il fallait que j'apprenne à me rendre à nouveau disponible comme un enfant. Et donc, ça a duré 9 mois et c'était dur parce qu'il faisait froid aussi. Mais en même temps, ça m'a tellement stimulée pour aller voir ailleurs, pour aller voir tous les films. Mais pas de rapport d'autorité ou de difficulté J'ai eu un rapport d'autorité, oui, avec Albicocco, qui était très autoritaire, mais qui en même temps était très tendre, donc on lui pardonnait ses grandes colères. D'ailleurs, moi-même, je suis colérique et je sais très bien que la colère, parfois, c'est une tendresse débordée à l'envers. On arrive plutôt Au nom de tous les miens. Oui. Qui est un projet, sauf erreur de ma part, et qui a été conçu et même tourné, je crois, au départ pour la télévision. Non. Ou l'inverse. Qui est devenu une télévision après que le film en même soit temps, devenu. c'est ça, c'est une expérience inouïe. Robert Enrico m'a téléphoné pour me demander de jouer le rôle de Dina Gray. Et, donc l'épouse de Martin. Oui, voilà, j'étais en Angleterre, en pleine nature, et j'étais très contente de jouer ce personnage qui est un personnage profondément vivant. On aurait pu l'appeler la vivante Dina Gray. Donc quand vous dites simultanément, c'est-à-dire que c'était tourné aussi bien en un format télévisuel qu'en un format long métrage. Oui, c'était une expérience inouïe, parce qu'avec Michael York, on faisait à la fois la version française et la version anglaise, la version courte et la version longue. On regarde un extrait d'Au nom de tous les miens. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Dina. On se reverra peut-être un jour. Je dois partir en Hollande bientôt. Et moi pour l'Allemagne demain. Merci, Martin. Je suis heureuse de vous avoir rencontré. Vous diriez de vos personnages au cinéma que c'est un de ceux qui a le plus de profondeur, de densité? C'est pour ça que vous avez choisi ce film ou c'est à cause du sujet?
Les deux. Je trouve que la reconstitution du ghetto par Robert était formidable et que les critiques n'ont pas été suffisamment justes avec lui. Et d'autre part, j'aime cette femme parce qu'elle a un coup de foudre et elle rencontre cet homme et elle lui donne toute sa vie immédiatement, sans hésiter. Bon, vous avez fait un choix très classique, ce qui n'est pas une critique, bien au contraire, choisissant un film de Capra. Oui. La vie est belle de Frank Capra avec James Stewart et Donna Reed en 1946. I came up and tripped me. That's the reason why I came in fourth. If it hadn't have been for that, that race had been a cinch. I tried to find out who it was later, but I couldn't find out. Nobody'd ever tell you whoever it was because they'd be scared. They know what You kind of a remember guy George. I am. This is Mary. Well, I'll be seeing you. Well. Now, to get back to my story, see? Hey, this is my dance. Oh, why don't you stop annoying people? Well, I'm sorry. Hey! Well, hello. Hello. You look at me as if you didn't know me. Well, I don't. You pass me on the street almost every day. Me? Ah, that was a little girl named Mary Hatch. That wasn't you. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, the big Charleston contest. A genuine loving cup. Those not tapped by the judges will remain on the floor. Let's go. Ah, c'est dommage qu'on voit pas le Charleston. J'adore le Charleston. Je danse très très bien. Il faut faire des choix dans les extraits. C'est toujours oui. difficile à faire. C'est comme dans la filmographie. C'est comme dans l'histoire du cinéma. D'ailleurs, j'ai pas relevé beaucoup de films américains dans vos choix. Mais j'ai pas pu. En fait, j'ai procédé comme ça. Je me suis dit, voilà, si je devais partir sur une île déserte, quels sont les 5 films que je prendrais et que je pourrais revoir et revoir et revoir. Et bizarrement, ce qui s'est imposé, ce sont plusieurs films qui ont été faits pendant la guerre. Et beaucoup de films en noir et blanc. Et puis aussi, évidemment, la Russie. Mais Capra, il était américain, non? Il était américain. Ah oui. Archi-américain. Oui. Mais bon, cette période-là était très dense, comme vous le savez, dans la création américaine. Et il y a beaucoup de films, non pas du même genre, mais beaucoup de films de la même veine. Donc il faut croire que c'est cette veine-là qui vous a touché. Cette photographie si particulière du noir et blanc américain de cette époque, qui n'était pas encore le film noir qui a suivi quelques années plus tard. C'est un cinéma absolument exceptionnel, qui est d'une grande intelligence, d'une grande subtilité, d'une grande sensibilité, d'un grand humanisme aussi. Et puis, c'est absolument parfait. Et pourtant, on était à l'époque des grands studios, comme on disait, et avec des acteurs sous contrat, qui n'est pas toujours le choix de ce qui pouvait tourner. Et paradoxalement, on constate que ça n'a pas nui à la création, au contraire. Vous vous seriez imaginé actrice à cette époque, comme ça, contractualisée, avec un studio qui vous aurait dit tourne ci et pas ça? À partir du moment où c'est un studio avec des gens qui savent exactement ce qu'il faut vous donner en fonction de votre évolution, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'à se laisser faire. Mais il n'y a qu'à se laisser faire, exactement. Quand on voit, par exemple, dans West Side Story, combien de temps elle a attendu Natalie Wood pour jouer ce rôle de toute jeune fille. C'est extraordinaire. Dites que ça valait la peine d'attendre. Ah oui, vraiment, vraiment. Et je l'ai revu récemment et je trouve que c'est un film qui est absolument parfait, intact. Et même dans la façon dont c'est filmé, c'est absolument parfait. J'adore les comédies musicales américaines, j'adore. Alors vous vous retrouvez avec deux héros iconographiques, enfin de monstres sacrés du cinéma français et américain, d'ailleurs placés sur le même plateau qui étaient Charles Bronson et Alain Delon, dans un film de Jean Herman qui s'appelle Adieu l'ami, dans un personnage un peu lunaire, dont vous nous direz, si vous voulez bien, quelques mots. Adieu l'ami de Jean Herman. N'ayez pas peur. Je vous lâcherai dès que vous serez calme.
Vous êtes la seule qui pouvait m'aider. C'est pour ça que je suis ici. C'est faux. Tout est faux. Écoutez-moi. Ma seule chance de le prouver, c'est vous. Vous êtes seul ici? Comment ça s'est passé, cette cohabitation avec ce qu'on appelait à l'époque de grosses vedettes, enfin, qui étaient Charles Bronson et Alain Delon? Vous étiez bien au milieu de ces deux-là? Très bien. Comme toujours, les grosses vedettes sont des gens très simples et plus ils ont de talent, plus ils sont simples. Et je me souviens que Jean-Claude Brialy, qui était un ami intime, avait téléphoné à Alain la veille du premier jour de tournage en disant « Sois gentil avec la petite ». Mais en fait, il n'y avait pas besoin de lui dire. Alain était adorable et je me suis beaucoup amusée avec lui. Vraiment, la scène de la gifle, là, je ne savais pas encore qu'il fallait épouser la gifle. Le mouvement. Oui, je pensais qu'il fallait la recevoir et qu'il fallait que tout soit vrai, que tout fasse vrai. Et Alain m'avait montré comment il fallait faire, que quand il faisait ça, il fallait bouger par là, quand il fallait bouger par là. Et moi, je lui disais, mais non, je veux vraiment être giflée. Au bout d'une dizaine de fois, j'ai enfin compris que le fait d'être giflée vraiment, c'était beaucoup moins photogénique que de faire semblant de l'être. Et alors, entre chaque plan, on mettait des morceaux de glace pour enlever le rouge et tout ça. Alors, certaines actrices aiment moins les films d'action, aiment moins y participer parce que souvent leurs personnages ont un peu moins de profondeur, bien sûr, que dans les personnages plus classiques. Vous êtes diverti en jouant ce qui était vraiment un film d'action? Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Et puis en plus, je jouais le rôle d'une imbécile, enfin une tarte un peu. Et ça, c'est très amusant, c'est très gratifiant de jouer les idiotes. Vous parliez de Claude Lelouch tout à l'heure et de la façon particulière qu'il avait de vous raconter ses films avant que de vous les proposer. Pour Le Bon et les Méchants, comment est-ce que ça s'est passé, cette proposition? Alors, je me souviens qu'il y a eu des essais et qu'il a voulu faire le film avec moi. Puis, il m'a plus ou moins raconté le scénario qu'il avait tissé avec Pierre Utterhoven. Mais en fait, tous les matins, on arrivait au maquillage et il racontait la scène et il nous donnait le texte au dernier moment. Ce qui fait qu'on avait une sensation de danger très intense. C'était une véritable aventure chaque fois. Il fallait apprendre tout de suite le texte. Tant moi que Jacques Dutronc, que Jacques Villeray, que Bruno Kremer. C'est pas désécurisant comme situation. En même temps, cette instabilité donne une sorte de fébrilité, parce qu'il y a aussi une toute petite part d'improvisation quand c'est nécessaire. Y compris sur le texte, l'improvisation, est-ce que le texte est tout de même très... Alors, dans ce film-là, le texte était très, très écrit, mais je sentais que s'il avait fallu, à un moment donné, improviser très très légèrement, c'était possible. Alors une des particularités de ce film, c'est pas la seule, c'est le procédé dit sépia qui a été utilisé, qui donne ce ton de couleur tout à fait particulier. Est-ce que c'est quelque chose dont Lelouch vous a parlé au moment où le film a été élaboré, que vous avez découvert une fois que le film était fait? Non, il ne m'en a pas parlé. Je l'ai découvert une fois que le film a été fait. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas tellement frappée. Parce qu'en fait, dans mon souvenir, c'est un film qui est en noir et blanc. Mais je sais qu'il y tenait beaucoup. On regarde une scène du Bon et les Méchants qui vous réunit avec Jacques Dutronc, bien sûr, dans ce film de Claude Lelouch. Salut. Comment vous m'avez retrouvé? Il fallait me mettre un bandeau sur les yeux. Et alors? Je veux tromper mon mari. Vous voulez tromper votre mari? Les bourgeoises, quand vous y mettez, c'est pas mal. Non, mais vous oubliez m'en revoir pour vous venger de votre mari? Parce que j'ai un ticket. Je ne sais pas encore. Bon, bah, on commence quand? Ce soir, si vous êtes libre. Et vous, votre mari, vous laisse sortir le soir? Ce soir, il piège un des grands patrons de la Résistance. Ça lui prendra bien la nuit.
quoi il ressemble, ce grand patron de la résistance? Ça vous intéresse? Vous parliez de votre regard inévitablement critique lorsque vous revoyez une scène à laquelle vous avez concouru. Lorsque vous revoyez cette scène, par exemple, est-ce que vous vous dites c'est peut-être pas tout à fait le ton que j'y aurais mis? Est-ce que j'y aurais mis autre chose? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Ou est-ce que... Là, j'avais complètement oublié la scène, mais je suis très contente. Je suis très contente parce que je trouve... Nous aussi, hein, Non, mais je suis très contente parce que j'ai vraiment l'impression de voir une jeune femme qui croit qu'elle va respirer le parfum de l'aventure parce qu'elle est mariée à un collabo. Et alors, elle veut absolument avoir une histoire avec un résistant. C'est sa seule façon à elle de résister. Et finalement, elle va finir par faire de la résistance avec lui. Mais on sent avant tout que c'est un problème de femme. C'est pas un problème d'engagement politique au départ. Ouais, on le sent bien. Oui. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Jacques Dutronc. Alors en France, les registres sont plus compartimentés qu'ils ne le sont par exemple aux États-Unis. Un peu moins aujourd'hui, mais enfin, lorsqu'on était chanteur, on était chanteur. Lorsqu'on était acteur, à part des artistes comme Yves Montand, par exemple, vous n'aviez pas de prévention à l'égard d'un chanteur qui devenait acteur à ce moment-là? Non, j'ai toujours été très ouverte et très accueillante à tous les gens qui arrivaient dans ce métier, que ce soit des jeunes comédiens ou... Donc vous accueillez d'autres familles? Moi, je trouve que c'est un enrichissement. Moi, je suis de la famille des acteurs qui accueillent parce que c'est du sang neuf, il faut s'adapter, nous aussi. On va terminer, puisqu'il faut bien terminer un jour, par sans doute le plus beau casting, ou un des plus beaux castings de l'histoire, par un film qui a marqué, bien sûr, l'histoire du cinéma, à la fois par sa puissance artistique, esthétique, par son écriture. Ce sont bien sûr Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, dont on va regarder une scène et puis on en dira quelques mots après. Moi, je trouve surtout qu'il a de beaux yeux. De beaux yeux? Ça lui fait une belle jambe. Oh, ma montre. On m'a volé ma montre en or. Et c'est elle? Sûrement oui, c'est vous, j'en suis certain. Un voleur! Un voleur! Mais laissez-moi, c'est pas possible, vous êtes fou! Et elle m'insulte par-dessus le marché. Un voleur! Police! Sergent de ville! Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que monsieur avait une montre en or, maintenant il n'en a plus, il dit que c'est de ma faute. Pourquoi? Mystère. Mystère, oui. Et naturellement, vous êtes innocente. Comme l'agneau. Et vous, monsieur, vous êtes certain de ce que vous avancez? Sûr et certain? Arrêtez-la! Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi! Oh, dis ça! Est-ce qu'il y a des témoins? Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu? Tout. J'ai tout vu. Vous diriez que c'est le plus riche des films de Carné, qu'on a fait beaucoup, et de très grands classiques, que c'est le plus achevé? C'est sans doute le plus complet, parce qu'il y a à la fois la poésie de la vie et la cruauté de la vie, l'amour, le mal à l'état pur. C'est une somme, enfin, c'est sans doute en grande partie dû au scénario, mais aussi à la façon dont c'est tourné et à la façon dont c'est joué, parce que chaque personnage est ciselé. Et le personnage de Garance, c'est pour moi la femme par excellence. Je l'ai vu, j'avais 20 ans, j'étais en train de tourner Le Grand Mône, et j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas jouer mieux la comédie Carletti. Vous avez... non pas nécessairement cautionné, mais compris les mouvements qu'elle a pu avoir dans sa vie, qui ont été très controversés, notamment à la Libération. Vous vous souvenez de cette forte réplique qui avait été la sienne en disant « Mon cœur est français, mais mon cul est international », puisqu'elle avait été poursuivie pour avoir été trop proche d'un officier allemand. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est une histoire que j'ai apprise après par Jean-Claude Brialy, qui était très très ami avec elle. Et en fait, je trouve qu'il ne m'appartient pas de juger ce genre de choses. Je veux dire, chacun sait ce qu'il a à faire, ce qu'il a envie de faire. Et puis, les gens évoluent, changent. Ce qui est assez terrible, c'est qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur une seule phrase. Ça lui appartient. Est-ce qu'à l'issue de cette émission, il y a un film qui vous a manqué plus que les autres? Oh, il y a beaucoup de films qui m'ont manqué. En fait, je crois que les grands films qui vous marquent sont des films qui font que vous n'êtes pas tout à fait la même personne après qu'avant de l'avoir vu.
Et parmi ces films, il y a beaucoup de films d'Arthur Penn, qui est un de mes cinéastes préférés. Et puis, surtout Le Gaucher, avec Paul Newman. Dans le rôle de Billy the Kid. Oui, qui a été un héros pour moi. J'avais sa photo sur ma table de chevet. Et après, quand j'ai tourné avec Altman et qu'il m'a dit « Tu vas tourner avec Paul Newman », c'est là où j'ai pensé que la vie parfois était écrite d'avance, parce que j'avais rêvé de ça pendant 15 ans. J'aurais bien aimé voir un film aussi avec Gérard Philippe. J'aurais aimé voir un film de Bergman, avec Max von Sydow et Lee Woolman. J'aurais aimé voir Les Tricheurs de Marcel Carné, avec Laurent Terzieff. J'aurais aimé voir Le Beau Serge, avec Brialy. J'aurais aimé voir Lulu, de Pabst, avec cette actrice extraordinaire. J'aurais aimé voir un film de Fritz Lang. Mais enfin, j'ai laissé parler mon cœur, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit, voilà, les 5, c'est ça. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres qui sont magnifiques. J'aurais bien aimé voir L627 de Tavernier, qui est pour moi le chef-d'œuvre des polars. Enfin, plein de choses. Un film de Truffaut, j'aurais aimé voir aussi. Un film de Renoir. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a manqué dans votre propre carrière? Personnage après lequel vous avez couru, voulant l'interpréter, puis les circonstances ne s'y sont pas prêtées? J'avouerai que quand j'étais très très jeune, il y avait un personnage que j'aimais tout particulièrement dans Autant n'emporte le vent, qui est un de mes films préférés, qui est le personnage de Belle Watling, qui est le personnage de la prostituée au grand cœur. Mais il n'est pas trop tard pour jouer ce rôle. Ben, je vous le souhaite. C'est gentil. Et merci Brigitte Fossey d'avoir été avec nous ce soir. C'était un beau cadeau de revoir tous ces films. Très beau cadeau pour nous. Merci. Merci.